Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission de découverte et de réflexion sur le numérique et l'innovation. Je vous propose de démarrer avec un nouveau robot, un robot sous-marin. Il est open source, il permet d'être piloté à distance pour aller dépolluer les mers. On verra non seulement quelle est sa quête en matière de sensibilisation, mais aussi quelle idéologie il porte à travers ce modèle de l'open source, ce monde du logiciel libre dont on parle beaucoup dans Smart Tech. Ce sera donc le sujet de l'interview avec Denis Bled dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va parler évidemment de Facebook. Facebook dans la tourmente, c'est incontestable, mais jusqu'où cela peut-il modifier son activité, avoir un impact réel sur son modèle, voire souffler sa puissance? On en parlera avec deux experts, un de la souveraineté numérique et l'autre de l'innovation politique. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous des applications avec des recommandations pour ceux qui ont envie d'apprendre, mais aussi ceux qui ont envie de donner des cours. Et on conclura par une innovation pour demain dans le domaine de l'apprentissage aussi. Mais là, ce sera pour l'apprentissage pour les robots avec une nouvelle technique qui utilise la réalité virtuelle. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Alors nous allons donc commencer par la découverte d'un robot que l'on peut piloter à distance depuis chez soi pour aller dépolluer les mers. Bonjour Denis Bled. Bonjour. Vous êtes directeur, cofondateur aussi de Ender Ocean et dont le projet est de nous sensibiliser à cette pollution sous-marine. C'est une entreprise à mission, Ender Ocean. Tout à fait, c'est une entreprise à mission au sens de la loi Pacte. Notre objectif, c'est de sensibiliser à la pollution sous-marine au travers du jeu vidéo. Donc Ender Ocean, en tant que tel, c'est un jeu vidéo qui se décompose en deux parties. Une première partie avec des niveaux logiciels, où vous allez pouvoir apprendre à piloter un robot sous-marin, se servir de la pince, monter, descendre, explorer des endroits, allumer les lumières, etc. Et puis, une fois que vous êtes bien formé sur ce jeu vidéo, vous avez possibilité de passer une certification qui va vous donner accès à un robot physique que vous allez pouvoir piloter depuis chez vous pour véritablement dépolluer les océans. Alors, pour piloter ce robot, donc tout peut se faire en ligne. On peut être vraiment dans son canapé. Il suffit d'avoir quoi? Une connexion Internet? Tout à fait. Juste une connexion Internet, votre PC, éventuellement une manette de jeu. Pour le moment, on est plutôt orienté clavier, mais on est en train de développer l'interface pour le piloter avec n'importe quelle manette de jeu. Et ça se passe à partir du navigateur? On n'a rien à installer, pas de logiciel rien à spécifique. installer. Tout se passe au travers du navigateur. Vous êtes en visioconférence avec la caméra du robot. Du coup, vous voyez l'ensemble de ce que voit le robot à un instant T. Et vous pouvez le manipuler, le déplacer pour attraper les déchets. Une fois que vous avez attrapé un déchet, en fait, vous le ramenez sur un filet qui est suspendu à un bateau. Et quand le filet est plein, les personnes à bord remontent le filet pour envoyer tout ça au recyclage. Et on parle d'un vrai robot que vous avez commandé à une entreprise américaine. Alors, décrivez-le déjà, ce robot. À quoi ressemble-t-il? C'est un robot qui fait à peu près 30 cm de haut par 40 de longueur et 50 de largeur. Bref, vous m'avez compris. Il est uniquement en technologie open source, c'est-à-dire qu'en fait, les plans de son robot sont sur Internet, le fonctionnement du logiciel qui est à l'intérieur du robot sont sur Internet, et il permet en fait de le manipuler à distance. Donc nous, on a développé un projet. Il y a des bras articulés qui lui permettent d'attraper. Il a une pince tout à fait qui permet d'attraper les déchets. On est en train d'ajuster et de modifier la pince pour qu'elle soit plus efficace. Donc c'est Blue Robotics c'est Blue Robotics, la société américaine qui aujourd'hui fabrique le robot. Il y a d'autres sociétés qui fabriquent des robots, mais on a choisi celle-là parce qu'elle était open source et parce que l'ensemble de ces développements sont disponibles en open source. Donc là, vous possédez aujourd'hui 3 exemplaires de ce robot que vous devez personnaliser parce qu'il a une vocation très spécifique. C'est qu'il doit être pilotable par le grand public finalement. Ça pose une complexité, j'imagine, pas des moindres. Donc, première chose, on va les renforcer un petit peu. On va faire attention qu'ils soient bien solides, le plus solide possible, qu'ils puissent être utilisés tous les jours parce que classiquement, ce type de robot est fait pour une utilisation modérée. Là, l'idée, ça va être vraiment qu'il fonctionne quasi en continu. Et on va l'équiper avec tout ce qu'il faut pour
pour pouvoir être le plus efficace possible quand il est au fond de l'eau. Et alors, vous insistiez sur le caractère open source de Blue Robotics et également sur Ender Ocean, qui fournit donc un logiciel libre pour ce pilotage. En quoi cette stratégie est importante ? Vous comprenez bien que si on met des robots à dépolluer les océans, il va falloir en avoir un certain nombre. Les robots de Blue Robotics, aujourd'hui, il y en a un peu partout dans le monde. Nous, notre vision, c'est plutôt de fonctionner comme classiquement dans le monde du libre, c'est-à-dire de créer des communautés. Donc d'avoir des communautés de gamers qui vont fabriquer leurs propres robots et qui vont rejoindre en fait Ender Ocean et la plateforme pour mettre à disposition leurs robots. Donc aujourd'hui, on propose un certain nombre de choses. On propose notamment à des entreprises de nous subventionner pour faire rentrer un nouveau robot dans la flotte. Et on propose également, on met notre logiciel à disposition sur GitHub pour que les communautés puissent se constituer et mettre en place la technologie qui permet de piloter les robots à distance. Donc c'est un modèle totalement ouvert en termes d'implication. Ça veut dire que vous pensez que c'est grâce à ce modèle open source qu'on peut passer à l'échelle ? Oui, tout à fait. C'est la vision. On se rend bien compte que si on a des millions de téléchargements du jeu logiciel, c'est-à-dire les premiers niveaux qui permettent de se former, on ne peut clairement pas avoir autant de robots pour satisfaire tous les joueurs qui voudront le piloter. Donc on est obligé de passer par un modèle où en fait on va s'appuyer sur des personnes qui ont déjà des robots pour pouvoir fonctionner. Évidemment, on souhaite, nous de notre côté, en avoir un maximum. On prévoit 15 robots pour l'année 2022 et environ 80 pour l'année 2023. Alors, on le répète souvent, mais jamais assez. Je pense, avec Jean-Paul Smets, on en parle dans notre rendez-vous Le Monde du Libre, mais ce n'est pas une fondation, n'est pas vocation à être financée uniquement par des dons. L'idée, c'est que ce soit aussi vivable économiquement. Tout à fait. Donc, c'est une entreprise. Et aujourd'hui, en attendant la sortie du jeu qui doit avoir lieu en juin 2022, oui, la Journée mondiale des océans, le 8 juin, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des sessions de team building pour les entreprises, pour que les personnes dans les services puissent d'une part faire une cohésion d'équipe, avoir une expérience de cohésion d'équipe et puis être sensibilisées à la pollution sous-marine. On organise également des animations. Ça pourrait rentrer dans une politique RSE, ça ? Ça peut rentrer dans une politique RSE. L'objectif, pour nous, c'est d'aller plus loin dans les mois qui viennent et d'organiser des challenges où en fait on va avoir toute une entreprise qui va venir pour finalement faire une opération de dépollution dans une collectivité, c'est-à-dire dans un port, sur un littoral, à un endroit fixé à l'avance. Et évidemment, voilà, nous on est là pour organiser tout ça. Ouais, pour avoir un réel impact, il faut effectivement que le modèle se multiplie. Donc là, vous nous avez parlé de la sortie officielle du jeu le 8 juin 2022. En attendant, donc vous pouvez développer des jeux en mode privé, on va dire, pour des entreprises Exactement. Qui souhaitent organiser des team building, donc des cohésions d'équipe au travers de la dépollution des océans. On peut aussi, moi j'ai vu sur votre site, on peut commencer à s'essayer au pilotage du robot. Oui, on a mis en ligne une simulation qui vient de Blue Robotics. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et ce qu'on a fait justement, c'est qu'on a mis en place le système qui permet de le piloter à distance. Donc c'est un simulateur qui présente un peu ce à quoi pourrait ressembler le jeu. On a nos équipes qui travaillent en interne sur le game design du jeu. Il sera un petit peu plus sophistiqué que la simulation. Voilà, mais en attendant, on peut apprendre à piloter un objet, un véhicule à distance, et c'est pas inintéressant. Merci beaucoup, Denis Bled, pour votre projet Ender Ocean. Vous êtes directeur et cofondateur de cette entreprise qui veut nous aider à tous dépolluer les mers depuis notre canapé, même. Merci beaucoup. C'est l'heure de notre talk. On va parler de Facebook dans la tourmente. Alors, on commence notre débat sur Facebook dans la tourmente. Et oui, Facebook est visé par les autorités, dénoncé par la lanceuse d'alerte Frances Haugen. Et la divulgation de documents internes, en fait, c'est la politique de Facebook qui est attaquée pour avoir sciemment privilégier les profits économiques au détriment de la santé de ses utilisateurs et de la sécurité même de la société civile. Évidemment, Facebook contredit ces propos. Mais enfin, hier soir encore, Le Monde apportait de nouvelles révélations sur le système de modération du réseau social, défaillant face à la divulgation de contenus clivants, d'images violentes, de désinformation créée même par des faux comptes.
Toutes ces révélations viennent s'ajouter au scandale de fuite de données vers Cambridge Analytica, qui était le prestataire de la première campagne de Donald Trump. Bref, on est là dans un cyclone pour Facebook. Peut-être seulement de légères turbulences, je verrai ce qu'en pensent mes experts. La question, c'est de savoir si ça pourrait bouleverser son modèle, voire le balayer, souffler sa puissance et embarquer peut-être même dans son tourbillon les autres géants du numérique. On en parle donc avec Bernard Benamou qui il est aujourd'hui le secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. C'est un spécialiste des nouveaux usages et de la gouvernance de l'Internet. Il a été conseiller à la délégation française au sommet des Nations Unies sur la société de l'information entre 2003 et 2006 avant d'exercer les fonctions de délégué interministériel aux usages d'Internet. Avec nous également Dominique Régnier, politologue, professeur des universités à Sciences Po, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique et c'est aussi un ancien expert auprès de la Commission européenne. Vos travaux, Dominique Régnier, portent sur ces grands enjeux de société, notamment les transformations du pouvoir politique, l'opinion publique et ses manifestations. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'on est face à un Facebook, là, en ce moment même, fragilisé ? Oui, clairement. Alors, on peut dire aujourd'hui que l'addition des différents scandales, ou en tout cas des différentes affaires qui touchent Facebook aujourd'hui, altère ou commence à altérer ce qui est essentiel pour eux, la confiance des investisseurs. Et ça, c'est la chose que souhaite par-dessus tout éviter Facebook. Et on voit bien effectivement que le feuilletonnage, c'est comme ça qu'on peut le dire en termes de médias opérés autour de la lanceuse d'alerte Frances Haugen, est en train véritablement d'attaquer les fondements de la confiance, non pas des utilisateurs, dont on voit que les nombres vont pas varier considérablement, mais bien des investisseurs, ce qui est pour eux le pire des scénarios. Oui, vous avez raison de dire non pas des utilisateurs, parce que pour l'instant, là, on a des chiffres en même temps qui sortent, qui sont incroyables. Plus de 9 milliards de dollars de bénéfices, ça fait à peu près 8 milliards d'euros au troisième trimestre. Ça fait une progression de 17% par rapport à la même période l'année précédente. On apprend aussi que Facebook a plus de 23% du marché publicitaire numérique mondial, au coude à coude avec Google. Donc c'est une fragilité relative, Dominique Régnier. Oui, ce sont de très grandes puissances. En fait, je trouve que la crise actuelle vient accroître la visibilité d'un problème structurel, d'un problème fondamental, qui est que ces entreprises extraordinaires, formidables, dans le moment d'apparition sur un marché aussi nouveau, avec des technologies aussi nouvelles, a occupé, à mon avis, sans intention initiale, une position qui bouleverse le rapport que notre monde occidental, en général, démocratique en particulier, peut avoir avec l'organisation de l'espace public, l'organisation des échanges, des libertés, liberté d'opinion, liberté de publication, la presse, les médias. Il y a une situation que personne n'avait anticipée, qui n'a jamais été imaginée, ni par les théoriciens de la communication quand ils pensaient, je dirais, un futur, ni par les régulateurs, les législateurs. Et donc nous sommes tous encastrés dans cet univers numérique. Facebook est un des principaux acteurs. Et en fait, mon sentiment, c'est que la position de Facebook, qui est une entreprise donc de statut privé, qui vend du service, on va le dire comme ça pour aller très vite, Facebook est une entreprise, a en réalité de facto une fonction de type politique. Parce qu'elle organise, elle trame le réseau social, elle trame nos relations, elle trame la communication, les médias, les informations, etc. Et que ce statut-là d'entreprise privée, avec son propre règlement, qui désormais pèse sur notre manière d'échanger entre nous, de produire de l'information, de la faire circuler et même de faire campagne, c'est exorbitant. C'est un statut qui est trop important, si vous voulez, pour que ce soit laissé ainsi au seul registre de l'entreprise. Au fond, Facebook est devenu, et sans doute malgré lui ou malgré elle pour l'entreprise, Facebook est devenu une institution politique. Et comme institution politique, il y a une reddition des comptes qui est nécessaire devant les pouvoirs en place, que ce soit les législateurs ou les corps constitués à partir des principes démocratiques. Alors vous connaissez bien tous les deux ces questions de pouvoir politique. Est-ce que on est à un moment clé justement pour ce pouvoir politique, pour reprendre la main sur la régulation ? On est à un moment où toutes les grandes régions du monde... Est-ce qu'on peut encore le faire ? Oui, bien sûr, évidemment. Toutes les grandes régions du monde sont en train de s'interroger sur des mesures
on va les appeler antitrust, disons de régulation de ces acteurs. On se rend compte aujourd'hui que le pouvoir, ce que rappelait à l'instant Dominique Régnier, le pouvoir de ces plateformes est devenu tel qu'il menace l'exercice classique des pouvoirs constitués, et en particulier évidemment du pouvoir politique. Par définition, on le voit en Chine, où effectivement on est en train quasiment de démanteler certains de ces géants, de ces big tech chinois. On le voit aux États-Unis, on le voit en Europe avec les différentes mesures de régulation, DSA, DMA, etc. On le voit effectivement dans l'ensemble des grandes régions du monde. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ces plateformes ont acquis, on en parlait, une forme de statut particulier où pendant un temps, elles pensaient être en mesure de se réguler elles-mêmes. Et c'était une vision je veux dire, qui n'était pas durable. Donc on voit bien aujourd'hui que des mesures devront être prises. La question qui se pose aujourd'hui pour Facebook... Alors, en Chine, on ne doute pas de la capacité du pouvoir à réguler. C'est plus simple dans une dictature, évidemment. En Europe, les 2 directives auxquelles vous faites référence ne sont pas encore en action. Absolument pas, elles mettront du temps. Et même, on est en pleine négociation. Absolument. Et le lobbying sera extrêmement intense avant qu'elle ne soit finalisée. Évidemment, comme on l'a vu pour le RGPD, qui, pour mémoire, a mis 6 ans à être effectivement mis en œuvre. Non. Est-ce que c'est un défi pour le politique de comprendre aussi comment fonctionnent ces entreprises du numérique? À l'évidence, aujourd'hui, c'est l'ADN de Facebook, c'est-à-dire le fait qu'ils vivent, parce que tout à l'heure il était question du fait que c'était une entreprise de service, c'est une entreprise publicitaire qui vit sur la publicité, et donc le temps passé et la possibilité pour les uns et les autres d'interagir avec la plateforme qui permet de voir davantage de publicité. Leur problème, c'est que leur modèle économique est basé sur justement l'amplification des messages. Ce qu'on appelle maintenant un joli terme, lorsque ça dérive dans le domaine politique, on parle d'ampliganda, c'est-à-dire le mélange entre l'amplification et la propagande. Ce que révèle Frances Haugen, c'est que quelque part, ils ont choisi durant le 6 janvier au Capitole de ne pas filtrer ou de ne pas bloquer les messages de haine, les messages d'appel effectivement à la violence. Ils ont choisi en permanence leur intérêt en termes commerciaux sur la pérennité de la plateforme. Je pense que quelque part, à un moment donné, des signaux leur sont venus. C'est ce que montrent ces documents révélés par Haugen. C'est-à-dire que les chercheurs en interne n'ont pas arrêté de tirer le signal d'alarme. Simplement, le choix qui a été fait par Mark Zuckerberg, détenteur de la majorité des actions au sein de la société, était tel qu'effectivement, ils ont toujours choisi l'augmentation des revenus publicitaires sur, évidemment, une certaine forme de prudence politique, ce qu'ils n'ont jamais eu. Il y a une ambiguïté terrible qui est propre à Facebook, je trouve, qui est d'être une entreprise initialement, mais d'avoir un parcours singulier. Parce qu'au fond, des Big Five, c'est, je pense, la seule entreprise qui soit incarnée, et au sens où Mark Zuckerberg est très en avant depuis longtemps. Il a produit un discours très politique à Harvard en 2017. Lorsqu'il lui a été remis un titre honoris causa, un discours très politique qui avait été à l'époque relayé par toute la presse, et très favorablement, où il défendait le revenu universel, etc. Donc il a quand même revendiqué une sorte de mission politique. Il est allé sur le terrain des crypto-monnaies. Donc, il n'y est pas resté longtemps. Alors, oui. Mais enfin, alors là, les États, je veux dire, ont été relativement efficaces. Vous voyez à quel point son élan, il est d'aller du côté des manifestations de la souveraineté. Absolument. Dans son discours d'Harvard, qu'il faudrait relire aujourd'hui, il constate, j'allais dire il dénie, mais ce serait excessif, il constate que les grands systèmes politiques de régulation sont finis, sont arrivés au bout de leur cycle. Et il en appelle à une espèce de grand réseau planétaire pour rapprocher les humains et faire de grandes choses ensemble. Et évidemment, c'est Facebook. Et donc, il y a quand même chez lui, fondamentalement, ce qui me paraît être une caractéristique de son discours, en tout cas à partir de son entreprise, une espèce de revendication. Il n'est pas très clair, au fond, sur ce qu'il veut véritablement faire de son entreprise. Et puis, les relations qu'il a avec les autres États, en dehors des États démocratiques, sont extrêmement significatives d'une capacité à développer une réelle politique qui, même à la limite, contredit radicalement les valeurs qui sont portées par l'entreprise. C'est un point d'ailleurs qu'on retrouve quand même pas mal chez les GAFA de manière générale, qui ont des ambitions politiques. Google aussi avait l'ambition de changer le monde. On peut parler de Steve Jobs aussi. Auparavant, Eric Schmidt a dit la même chose concernant effectivement Google, a dit dans son livre avec Jared Cohen, il a dit les États sont devenus dépassés, trop lents, trop incompétents, nous avons vocation à les remplacer.
C'est ça, c'est un constat de défaillance des États, en fait, qui est fait par les GAFA, mais ils ont réussi effectivement à prendre ce pouvoir. Là aussi, ce qu'on apprend aujourd'hui encore dans le monde, c'est que même Facebook serait dépassé par les algorithmes qu'il a mis en place, qu'il a démultipliés, modifiés sans arrêt. Je n'irai pas jusque-là. Ils sont pas dépassés. Simplement, ils se rendent compte qu'ils ont des effets de bord politiques. Ils se rendent compte qu'ils ont des effets de bord sociaux, en particulier sur l'image des jeunes, en particulier sur Instagram, l'image du corps, en particulier pour les jeunes filles, et dont on sait que ça peut être extraordinairement toxique. Ils ont d'ailleurs à un moment donné supprimé la visibilité des likes sur Instagram, mais ils n'ont jamais voulu le faire vraiment sur Facebook. On voit bien qu'ils sont conscients des choses. Moi, on peut pas dire. Il y a un développeur qui dit quand même s'ils n'ont pas réussi à trouver la solution dans leurs algorithmes toutes ces années, ils n'y arriveront jamais. Donc. Ils ne le veulent pas. C'est ça, je crois. Ils ne le veulent pas. Ils savent qu'il y a un effet de bord. Ils ont pensé, en créant leur Cour suprême, leur conseil de surveillance, qu'ils pourraient, entre guillemets, apprivoiser les volontés de régulation des États en disant « Regardez, nous prenons en compte vos préconisations », mais ça ne fonctionne pas. Et on l'a vu avec l'affaire de Trump et de la déplatformisation de Trump. On voit bien qu'ils réagissent trop tard, à contre-temps, et d'une façon qui est à l'évidence contraire au fonctionnement des démocraties. Et est-ce que exiger une transparence des algorithmes, ça semble réaliste, et est-ce que ça semble une vraie solution politique pour la régulation? Moi, il me semble que c'est une piste évidente et tout à fait nécessaire même. Encore une fois, il y a l'aspect technique, mais il y a l'aspect politique et philosophique. Dans la mesure où nous sommes dans un système de référence qui est celui de l'ordre démocratique, pour parler de nos systèmes de référence, il est a priori irrecevable d'imaginer qu'une telle institution, avec une telle puissance, avec de telles fonctionnalités, ne soit pas transparente et ne soit pas même à la portée d'une délibération collective au sein des développeurs, par exemple, une délibération collective sur du codage, les effets du codage, une réponse à un problème de codage. Le fait est, pour ce que disait Bernard Benamou à l'instant, là, sur leur cours constitutionnel privé, oui. En quelque sorte, ça... Il n'a pas eu d'effet, cette Cour suprême. Non, mais en soi, c'est quand même un incroyable révélateur d'une conception aberrante de leur propre situation. C'est pire que tout, je dirais. C'est-à-dire que je ne veux pas les accabler parce que je pense qu'ils sont devant des difficultés considérables. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que comment peut-on imaginer qu'on en reste là ? Qu'est-ce qui s'est dit dans ces réunions ? Est-ce qu'on en connaît le détail ? Quelles sont les archives pour le futur ? Est-ce qu'il y a des archives pour le futur ? Ce sont de grandes décisions qui sont prises quand même. Un président encore élu et blacklisté, où a-t-on parlé de cela ? Qui a pris quelle position ? Comment rendre compte dans le détail de tout ce qui s'est passé ? On ne peut pas dire on a réuni de grands constitutionnalistes parmi les meilleurs ou je ne sais quoi, et donc nous avons fait très attention. Ça ne suffit pas du tout. C'est même le geste, je dirais, qui trahit un peu l'incompréhension de leur position. Alors, dans le cas précisément de la déplatformisation, le terme est très désagréable, mais c'est ça, de Trump, il faut remarquer une chose amusante, c'est que cette cour, qui avait été conçue quelque part comme un amortisseur par rapport à la volonté des États, a fini par dire non, c'est pas à nous, c'est directement à Mark Zuckerberg de prendre cette décision concernant Trump. Donc, ils se sont dessaisis du dossier. Ce qui était très amusant, c'est que ils étaient capables de s'autosaisir, mais ils se sont autodessaisis face à ce qui était à l'évidence une décision politique. Est-ce que ça montre pas justement qu'on a du mal du côté du politique, de la pensée politique, à se positionner sur ces questions ? Et qu'on laisse faire finalement ces plateformes privées ? Moi, je pense qu'il y a une ambiguïté du côté quand même des États-Unis. C'est pas tout à fait symétrique. Nous avons des difficultés comme État démocratique, on a des difficultés spécifiques comme État démocratique situé dans l'espace européen, l'Union européenne. Mais les États-Unis ont un rapport ambigu avec ces plateformes, puisqu'évidemment, ils tirent de là un pouvoir considérable et sans doute aussi, je ne veux pas être suspicieux, mais quand même beaucoup d'informations sur le monde. Sur l'ensemble du monde. Sur l'ensemble du monde. C'est un outil absolument prodigieux. Et de là à s'amputer ou à abîmer cet outil de puissance, je pense qu'il y a chez eux une grande hésitation. Est-ce que la voie du démantèlement vous semble sérieuse et intéressante ? Démanteler le groupe Facebook, c'est-à-dire le séparer de WhatsApp et d'Instagram. La question sera où place-t-on les pointillés ? Si les pointillés, c'est de séparer, par exemple, effectivement, les deux filiales acquises, maintenant, avec le recul, indûment, parce que même les autorités américaines, la FTC, reconnaissent qu'ils se sont fait avoir, comme nous, Européens, nous sommes fait avoir par, effectivement, la dialectique de Facebook, qui disait « nous ne rapprocherons pas les datas, etc. etc. » Donc, de fait, séparer WhatsApp et Instagram, c'est possible. Est-ce que ce serait suffisant ?
en l'état actuel des choses, ce n'est pas évident. Donc la vraie question, c'est, tout à l'heure il en était question... Est-ce que ça ne semble pas si compliqué? Ce sont des activités très très différentes finalement. D'un point de vue technique, contrairement à ce qui a été le cas par exemple pour Microsoft où on voulait séparer Internet Explorer là, c'était de Windows, complexe, oui. À un moment donné effectivement c'était plus complexe. Là non, ce serait tout à fait possible. La question c'est est-ce que les petits lionceaux qui naîtraient de la segmentation du lion seraient eux-mêmes potentiellement toxiques. La plateforme centrale, elle, pourrait constituer effectivement la base d'une reconquête. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est la transparence, puisqu'il en a été question, ce que dit très bien Franck Pasquale sur la transparence qualifiée, c'est-à-dire le fait de pouvoir auditer le code, ce que ne veulent surtout pas ces plateformes, qui devra effectivement être mise en œuvre, et ça ne passe pas uniquement par la séparation entre les entités initiales de Facebook. Dominique Régnier, sur le démantèlement, quelle est votre opinion? Il en est sérieusement question aux États-Unis. Il en a été question d'ailleurs avant les élections de 2020. Il y a un grand rapport qui a été remis par le Parti démocrate, auquel souscrivent d'ailleurs une partie des Républicains. Donc c'est quelque chose qui est depuis un moment très sérieusement considéré. Ça fait partie quand même de la culture américaine que de se méfier de ces grands oligopoles ou de ces grands monopoles. C'est un peu une arme fatale quand même pour le politique, ça. Oui. Démantèlement. Maintenant, je vous dis, ma réserve, elle tient à la relation qu'il y a entre l'État américain et ses entreprises avec lesquelles il coopère énormément, y compris pour la régulation, voire la surveillance des frontières avec Google, etc. Donc c'est de leurs propres frontières, je veux dire. Donc c'est quelque chose qui nous échappe en partie dans la visibilité des raisons. Oui. On voit quand même que l'administration Biden, à peine constituée, a nommé de farouches partisans de l'antitrust, à savoir des gens qui ont été connus comme Lina Khan et comme Tim Wu, l'une à la FTC, l'autre auprès du président des États-Unis, pour justement orienter l'action dans ces domaines. On voit bien que, certes, il y a un avantage géostratégique à posséder ces sociétés. Les Américains ne voudront pas les détruire, évidemment pas, mais ils savent aussi que le pouvoir que ces sociétés ont pris sur le politique devient beaucoup trop grand, et la perspective d'un nouveau Cambridge Analytica et de nouvelles impossibilités pour les démocrates d'arriver au pouvoir est quelque chose auquel ils pensent en permanence. Il y avait récemment dans le Washington Post un article de Robert Kagan sur la crise constitutionnelle américaine qui redoute pour 2024, rien moins que, c'est un homme sérieux qui écrit ça, rien moins qu'un coup d'État militaire de Trump et des Trumpistes. Ça paraît curieux de le dire comme cela, mais l'article est très, très impressionnant et très documenté. Et dans cette espèce de fagot de raison, il y a la perte de contrôle des réseaux sociaux. Est-ce que Facebook pourrait embarquer dans cette tourmente ses autres amis GAFAM? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on serait là à l'aube d'un vrai changement de modèle? Qu'il y ait une réflexion de fond maintenant aux États-Unis sur les risques politiques liés au modèle, à l'ADN de ces sociétés autour de ce qu'on appelle le micro-ciblage, donc le micro-targeting. On voit bien aujourd'hui que certaines sociétés se positionnent en contrepoint. Apple, par exemple, ne cesse de dire « Facebook est le mal, nous sommes soi-disant », je dis bien soi-disant, la protection de la vie privée. Donc par définition, on voit bien... Avec un modèle économique où les gens achètent les produits. Achètent les produits et achètent les services, donc qui ne sont pas aussi, entre guillemets, étrangers à la data, qu'ils veulent bien le dire. Mais fondamentalement, je crois qu'il peut y avoir l'émergence de modèles économiques alternatifs au-delà d'Apple. Alors, pour ce qui est de Google, je n'ai pas tellement d'espoir qu'il change aussi, parce que quelque part, Google apparaît très en retrait dans ces querelles, mais est exactement menacé par les mêmes choses. Exactement. Sur YouTube, sur les algorithmes de classement, sur l'amplification, effectivement, de certains messages. Mais on l'entend moins sur la question de justement, substitution à la législation nationale. Google est moins mise en cause sur ce point-là. Ils ont été menacés aussi quant à leurs actions à l'étranger. Tout à l'heure, oui, absolument. Oui. Apple aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Apple s'est commis dans des actes qui étaient très peu élégants, à la différence récemment de LinkedIn qui a refusé de continuer à obéir aux injonctions chinoises, par exemple, pour son réseau social. Par définition, on voit bien qu'il y a là une géométrie très variable. Et surtout, l'un des points clés en termes de situation internationale, c'est l'Inde. L'Inde dans laquelle, effectivement, Facebook s'est très, très mal comporté. Il y a eu la Birmanie, sur laquelle ils ont été accusés. Absolument. De pires choses. Absolument. Oui. D'aider au génocide, ce qui est quand même une chose qui est particulièrement effrayante. Donc on voit bien, je veux dire que les situations sont différentes. Mais le tout publicitaire, ce qu'a rappelé Bertelsmann dans ses déclarations, le patron de Bertelsmann récemment, en disant « nous avons besoin de publicité, mais pas de savoir seconde par seconde ce que font nos utilisateurs ». Eh bien, ce tout publicitaire du micro-targeting, je pense aujourd'hui qu'il va être remis en cause.
Est-ce que ce sera durable? De quelle manière? Ça, c'est beaucoup trop tôt. Mais on voit bien que s'attaquer aux conséquences sans s'attaquer au cœur, c'est-à-dire effectivement au modèle économique lui-même, ne fonctionnera pas. Ce sera la conclusion, oui. Déjà. Si j'ai le temps, je vais produire une étude là, dans quelques jours. On a notamment interrogé notre panel de 3000 personnes sur les utilisations de l'utilisateur des réseaux sociaux et des applications téléphoniques. Et il y a une relation directe entre l'utilisation des réseaux sociaux et des applications téléphoniques et l'orientation protestataire du comportement électoral. C'est une relation qui est très forte. On a quand même un problème structurel qu'il faut regarder avant que ça produise une catastrophe. Et on a vraiment là... On est passé tout à côté, en particulier pour le 6 janvier, Absolument. aux États-Unis. On est vraiment passé à côté d'un coup d'État. C'était un coup d'État avorté, mais c'était un coup d'État. Et là, on s'en préoccupe vraiment de manière très, très sérieuse aux États-Unis. Il va falloir qu'on s'en occupe aussi en Europe. Voilà. Clairement. Merci beaucoup. Merci à Dominique Régnier, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, et Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. On part en pause et juste après, on se retrouve pour une sélection d'applications. Et voilà, on est de retour sur le plateau de Smartech que vous regardez sur la chaîne Bismart en direct dès 11h le matin. Alors, dans cette deuxième partie, on va partir à la découverte d'une nouvelle méthode d'apprentissage pour les robots à base de réalité virtuelle. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec les applications et Baptiste Michel, cofondateur de BAM, qui chaque mois vient partager avec Smartech sa sélection des meilleures applications mobiles dans un domaine. Et aujourd'hui, il s'avère que c'est aussi le domaine de l'apprentissage. Alors, non pas pour les robots, mais pour les hommes et les femmes. Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors, dans ce thème de l'éducation, on va retrouver à la fois des applications pour ceux qui veulent apprendre, mais aussi pour ceux qui veulent donner des cours. On va commencer par une nouvelle app vidéo pour s'instruire en 1 minute chrono. Oui, ça m'a interpellé parce que la promesse de s'instruire en 1 minute chrono, elle n'est pas banale. Ouais. Donc c'est une nouvelle application qui s'appelle LearnReel. Ils sont inspirés, comme beaucoup aujourd'hui, d'un format de TikTok. Et donc, le concept, c'est qu'il y a des gens qui font une vidéo qui dure 1 minute. Et en 1 minute, vous pouvez apprendre par une idée ou à détourer, je ne sais pas, une image sur Photoshop. Donc, on peut soi-même poster des vidéos pour partager son savoir. Et l'idée, c'est 1 minute, pas plus. Très bien. Alors ensuite, à l'opposé, il y a une licorne indienne maintenant, parce que c'est une entreprise qui vaut plus d'1 milliard, qui s'appelle Vedantu. Ça, c'est l'école en ligne par excellence en Inde. Ils ont vraiment conquis le marché en proposant notamment des cours personnels depuis une plateforme avec un professeur qui est là rien que pour soi, un tableau qui est interactif et qui est très 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 bien fait. Donc voilà, c'est une des apps qui fonctionne le mieux et qui est en train de définir un petit peu les codes de ce que c'est que l'apprentissage en ligne. D'accord, un cours individuel. Exactement, un cours individuel. Alors en France, ça existe aussi. C'est des formats un petit peu différents. Il y a 2 apps qui fonctionnent très très bien. Une qui s'appelle Cartable et l'autre qui s'appelle Nomade Éducation. Donc c'est des applications d'aide aux devoirs. Donc là, c'est pour les plus jeunes. Parce que jusqu'ici, on parlait d'un peu tous les âges, mais... ça va du primaire jusqu'à la prépa. Ok. Donc il y a vraiment des cours pour tous. Et c'est bien fait parce qu'il y a des quiz, des QCM, il y a des fiches de révision, il y a vraiment à peu près tout ce dont on a besoin pour pouvoir travailler de son côté le soir, préparer ses examens, préparer des concours ou réviser dans le métro par exemple. Ça marche aussi. Il y a l'application Post-it aussi. Ouais, alors l'application Post-it, on est tous à un moment ou à un autre, on a tous utilisé des post-it et parfois ça prend beaucoup de place. Oui. Ce que propose l'appli Post-it, c'est de scanner ces post-it et de pouvoir annoter tous les post-it qu'on a déjà écrits par ailleurs. Donc ça permet de gagner du temps, de le partager. C'est assez ludique, c'est bien fait. Ok. On a repéré aussi Grammarly. Ah oui, ça c'est évidemment indispensable. Grammarly, pour s'assurer de faire des phrases grammaticalement correctes et que son orthographe soit bonne, ça aide beaucoup. Ça aide même il suggère des changements où ils vous disent lorsque votre phrase est difficilement compréhensible. Donc non, c'est une super app. Ok. Ensuite, chose. Ouais, alors il y a d'autres apps cette fois-ci un petit peu plus dans des domaines plus spécifiques pour les enfants. Il y a une application qui s'appelle Prodigy et qui aide les enfants à apprendre les mathématiques. Donc le concept, on est dans un jeu et on répond à des questions de maths pour avancer dans le jeu. Et lorsqu'on répond correctement, ça nous donne un sortilège qui nous permet d'aller attaquer les monstres du jeu.
Donc ça fonctionne super bien. Et dans la même veine, il y a une application pour apprendre à coder aux enfants. Donc là, il n'y a pas de questions à répondre, mais on va manipuler des modules qui donnent la logique de la programmation et qui permettent d'avancer dans le jeu. Et il y a même une app pour apprendre à être chirurgien. Ouais, ça s'appelle 3D. C'est l'étape d'après, quand même. 3D anatomie. Il y a beaucoup d'apps de 3D, celle-là est très bien faite. Donc ça permet de voir vraiment le corps en 3 dimensions et de pouvoir zoomer pour comprendre mieux l'anatomie. Il y a des quiz. J'ai fait un quiz. Ouais. Je ne suis vraiment pas médecin. c'est validé. Ça se confirme. Mais l'app est très bien faite. Ok. Bon, on va s'intéresser maintenant aux applications pour les profs. Là, vous avez déniché des outils pédagogiques. Oui, c'est des assistants pédagogiques. Les deux qui se sont mis vraiment sur le sujet, c'est Apple et Google, sans surprise. Ouais. Donc Apple, l'application s'appelle En Classe et Google, c'est Google Classroom. Ça permet aux professeurs d'organiser ses cours, de pouvoir envoyer des devoirs à la maison, de pouvoir envoyer des cours à la maison. Ça permet aux élèves et aux étudiants de faire le devoir chez eux, de le renvoyer à leur professeur. Ça permet d'organiser aussi les semaines et les cours. Donc, ça se substitue aux ENT, enfin aux outils qui sont mis en place par l'Éducation nationale ou les écoles? Ça ne se substitue pas forcément. C'est un bon complément. Mais ça pourrait se substituer. Ça pourrait, oui. Et c'est très, très puissant. Effectivement. Ok. Alors ensuite, il y a d'autres apps Oui. assez marrantes. Il y en a une, moi, qui m'a bien plu, qui s'appelle Kahoot. Alors, Ouais. en fait, c'est une app qui permet de générer des QCM et de faire passer les QCM en direct pendant un cours. Alors, les gens l'utilisent soit en cours, soit pour faire des QCM de manière dispersée ou en mode hybride. C'est assez pratique parce que, c'est ludique, ça permet de voir et de s'auto-évaluer en direct, de voir comment les autres, la performance des autres en fait, et c'est de plus en plus utilisé à l'école, mais même en université. Et les profs aiment bien avoir ces nouveaux outils, ces petites apps Bah oui, parce que les profs sont toujours en recherche d'apporter de la nouveauté, de l'innovation, Ouais. ou d'une manière de faire des cours différentes. Ça a été en plus accéléré là, depuis 2 ans, c'est une nécessité. Il y a une autre app comme ça qui s'appelle Explain Everything, c'est le tableau blanc numérique. Donc ça permet... Donc ça, le tableau blanc, c'est ce qu'on a déjà dans les classes. Hein. C'est ce qu'on a déjà dans les classes, Ouais. sauf que là, c'est un tableau blanc sur une tablette. Ça permet d'enregistrer des cours avec un contenu très très enrichi. On peut aussi l'utiliser en live. Et donc ça apporte une manière d'apporter les connaissances, le savoir qui est différente et qui favorise l'apprentissage, quoi. Alors, on va terminer avec 3 applis de cours en vidéo. Oui, alors la première, c'est l'application TED. Donc les conférences TED qui Ouais. sont des conférences au format de 18 minutes parce que c'est globalement ce dont on est capable le temps qu'on est capable de se concentrer. Donc l'application... Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup, mais c'est la réalité. Et l'application est très bien faite. On a vraiment accès à toute la base de données des conférences TED. Ensuite, il y a les MOOC. Donc il y a différents types de MOOC. Moi, il y a 2 plateformes que j'aime bien. Il y en a une qui s'appelle Udemy. C'est une marketplace. On peut soi-même proposer des formations ou acheter des formations pour... ça commence à 11 €. Et c'est bien fait. À côté, de l'autre côté du spectre, il y a Coursera qui nous permet d'assister à des cours de Yale, par exemple. Et puis, une dernière que j'aime beaucoup qui s'appelle Masterclass. Masterclass, c'est une app qui vous permet d'avoir Martin Scorsese qui vous explique comment créer un film. Serena Williams. Ça dure plus de 18 minutes, là, j'imagine. En fait, c'est des cours de 10 minutes. Ah, quand même. C'est 10 Ok. cours de 10 minutes à chaque fois. D'accord. Et tout ça, on le trouve en anglais et en français? En anglais, beaucoup en anglais, quand même, hein. sous-titré Ouais. en français. Donc, ça permet en même temps de travailler son anglais, Oui, tout à fait. ce qui n'est pas inutile. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Baptiste Michel. Je rappelle que vous êtes cofondateur de BAM et que vous venez chaque mois nous décrypter les nouvelles tendances dans le monde des applications où il y a énormément de choix. À suivre dans Smart Tech. Et demain, la réalité virtuelle pourrait-elle aider à entraîner les robots ? Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia. Bonjour. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle méthode pour entraîner les robots. Oui, parce que vous le savez, dans la conception d'un robot mobile, l'étape la plus cruciale, c'est l'entraînement, l'apprentissage précisément. Et puis alors, c'est encore plus compliqué quand il s'agit de se déplacer dans une pièce remplie d'obstacles. Alors, des chercheurs en Suisse ont eu l'idée assez originale d'utiliser la réalité virtuelle. L'idée, c'est de reproduire
le robot bien réel qui ressemble à un robot chien qui va se déplacer, en un robot virtuel pour l'entraîner dans la réalité virtuelle. On a fait un avatar, en fait, finalement, on n'en a même pas fait qu'un. 4000 avatars de ce robot ont été réalisés qui vont, eux, subir un entraînement intensif dans la réalité virtuelle. Alors expliquez-nous comment ça se passe. Alors en fait, on a un monde qui est reproduit par la VR qui ressemble un peu à un grand hangar qu'on va en fait pouvoir retrouver dans la vie normale, c'est l'objectif. Et puis il y a des obstacles, des boîtes, des escaliers, des rampes, des hommes au milieu des escaliers. Vous allez voir, c'est assez original. Et puis dans ce monde vont vivre tous ces avatars, ces 4000 avatars qui s'appellent des animals. Ils sont contrôlés et entraînés par des algorithmes d'apprentissage. C'est de l'intelligence artificielle encore une fois. Ils vont commencer à apprendre des mouvements de plus en plus complexes. Monter un escalier, descendre un escalier, éviter un obstacle, monter une pente et puis la descendre en glissant, trouver les solutions les plus efficaces en fait. Et tout ce savoir réuni, ils vont l'accumuler dans un long processus d'apprentissage virtuel. Et ensuite ? Alors ensuite, il va falloir passer toute cette expérience cumulée dans chacun des 4000 avatars. Et toutes ces lignes de code, elles vont être transférées à la puce du robot qui, lui, est bien réel. C'est l'étape la plus cruciale, c'est le transfert des compétences motrices acquises dans la réalité virtuelle pour les communiquer à ce robot qui, lui, est bien réel. Et pour réaliser ça à la perfection, les chercheurs suisses se sont associés aux fabricants bien connus de puces NVIDIA. Est-ce que le résultat est satisfaisant ? Oui, il marche, ça fonctionne complètement. Vous le voyez sur les images. En fait, le robot, il a réussi à créer un mapping. Il reconnaît l'endroit puisque c'est le même dans lequel ses avatars ont été entraînés. Et puis, il a réussi à monter des escaliers, monter des obstacles petit à petit comme ça. Alors, c'est pas encore tout à fait optimal, notamment quand il faut prendre de la vitesse. Ça peut être dû aussi à la propre technologie du prototype, qui est encore un sujet en soi, les capteurs, les caméras qui doivent être optimisés. Mais en tout cas, c'est un nouvel usage de la réalité virtuelle qui fonctionne, qui est très efficace, qui intéresse d'autres chercheurs dans le monde, il faut le préciser. Beaucoup commencent à se tourner vers cette technologie. Et puis demain, qui sait, si on va aller plus loin, peut-être que c'est le robot cette fois qui lui-même contrôlera ses propres avatars pour s'amuser un peu dans la réalité virtuelle. Pardon, on se demande même pourquoi on n'y a pas pensé avant, finalement. C'est vrai, c'est vrai. Ça évite d'avoir des jeux d'apprentissage. Exactement, et ça évite d'attendre de lancer la production du prototype pour commencer à l'entraîner et même anticiper des changements de production en fonction des tâches qu'on voudra lui faire accomplir. Et alors, quelle est la principale difficulté si c'est tellement simple de créer ce jumeau numérique du robot et de le mettre dans son environnement ? La difficulté, c'est de retrouver exactement les mêmes caractéristiques que dans le monde normal, c'est-à-dire de retranscrire le poids de la technologie qu'il va porter, de retrouver l'agilité et puis les facteurs environnementaux humains de la vraie vie qui reproduire tout ça sur mesure dans un monde artificiel, c'est compliqué. Et ensuite, le transfert dans l'autre sens, c'est-à-dire que les compétences soient assez efficaces pour que le robot, malgré les stimuli extérieurs et toutes les informations, ça aussi, c'est encore autre chose. C'est un long travail d'apprentissage. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Très intéressant. C'était Smart Tech. On a beaucoup parlé de Facebook aujourd'hui dans la tourmente avec toute l'actualité autour. Merci à tous de nous avoir suivis à la télé, sur le web et les réseaux sociaux. On se retrouve évidemment demain. On sera en direct à 11h sur la chaîne Bismart pour de nouvelles discussions et réflexions sur la tech. Je vous souhaite une excellente journée. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.